Et bonjour slash rebonjour. J'espère que ça va toujours. Euh, alors, je vais attendre un tout petit peu que vous ayez le temps d'arriver. C'est le deuxième live du jour. Donc ce matin, on avait fait Sciencement dimanche prochain, où on avait fait une petite revue de presse. On avait parlé de deux livres, pas toujours en bien d'ailleurs. Et ensuite, on avait un petit peu parlé d'actualité, pas toujours en des termes très agréables. Et donc là, on se retrouve pour le Sciencement dimanche prochain, où nous allons monter du Lego. Alors, on avait déjà fait un Sciencement dimanche prochain il y a un mois où on avait monté une girafe. Donc là, ce sera un Lego de la même gamme, c'est la gamme des Lego 3 en 1. Alors voilà, il y a un très beau tigre sur la boîte, il y a aussi un pandarou, et nous on va faire le troisième. Hop, le poisson rouge. Alors pourquoi choisir le poisson quand on a un tigre, un pandarou? Déjà parce que le tigre, le pandarou m'intéresse beaucoup moins et que comme c'est quelque chose qui va rester ensuite en déco dans ma chambre, je préfère le poisson. Mais il y a une autre raison plus pragmatique, c'est que le tigre et le poisson et le pandarou existent sous d'autres formats dans d'autres kits Lego. Donc j'aurai d'autres occasions d'en parler, alors que les poissons en Lego sont généralement des petits trucs informes en plastique monopièce. Bon voilà, c'est pas... il y aura moins d'opportunités. Donc voilà, alors je vais baisser la caméra pour que vous voyez la zone de montage du Lego. Alors c'est un Lego qui je crois n'est plus disponible, je l'avais trouvé dans un centre commercial grande surface après qu'il n'ait disparu des rayons du Lego Store. Donc c'est pas un kit hyper récent, je m'attends du coup à voilà, tout est encore en vieux plastoc. Normalement, Lego remplace progressivement ces sachets en plastique par des sachets en papier. D'ailleurs, ils ont annoncé, ça va faire quelques années maintenant que le groupe Lego travaille sur la durabilité de son, enfin, à être une entreprise un petit peu plus verte. Et a priori, ça marche puisqu'ils ont annoncé être sur la bonne voie pour respecter leur objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Bon voilà, là on a les différents, le livret exprès pour la carpe-coy, il y avait aussi un livret pour le tigre, un livret pour le pandarou. Alors je sais pas pourquoi c'est plus petit, est-ce que ça veut dire qu'il me restera des pièces à la fin? Je ne sais pas. Bon, on va... Alors avec le nouveau micro hyper puissant spécial ASMR, avec les Lego ça va carrément faire ça à fond. Donc voilà, on est manifestement sur une carpe-coy, hein, j'ai dit poisson rouge. De toute façon, j'en parlerai un petit peu au fur et à mesure, donc on va voir que c'est pas une véritable, enfin, il n'est pas une erreur si grande que ça. Bon, on va pouvoir commencer l'idée de ce. Alors, attendez, je ouvre ça. Ah là là, ça c'est génial comme son. Bon, l'idée de ces Sciencement dimanche, hein, c'est qu'on soit sur un format de chill et de discussion, hein, donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est pas directement sur les poissons ou les Lego, à papoter, à apporter des anecdotes personnelles qui vont avec. Alors j'essaie de me positionner par rapport à ma caméra. C'est vrai que dans l'absolu, c'est le genre de setup que je pourrais optimiser, mais bon, on verra ça à l'avenir. Et ben voilà, c'est parti. Allez. Alors ça me perturbe beaucoup parce qu'avec le nouveau micro, en plus j'ai le casque qui me ramène le son du micro directement dans les oreilles. Ce qui fait que j'entends chaque pièce très très bien. Est-ce que pour vous au niveau du son c'est pas trop désagréable? Alors par contre, ouais, là c'est peut-être que le sachet numéro 1 pour le tigre. Peut-être que si je fais tout en même temps, il va falloir que j'ouvre tous les sachets en même temps. Ce qui expliquerait qu'il écrit 1, 2, 3 et 4 d'un seul coup.
ce qui va être une gestion relativement délicate. Bon, on va ouvrir le sachet numéro 2 en même temps tout de suite, comme ça ce sera fait. Je vais potasser les petits éléments là. Et tout de suite je trouve la pièce qu'il me fallait. Et bah écoutez, on va pouvoir commencer à parler poisson alors. Alors, bon, on va tout de suite commencer par les sujets qui fâchent, à savoir que poisson en science, ça ne se dit plus. Alors, on a un petit peu parlé de classification ce matin avec l'exemple des reptiles qui n'existent plus non plus. Parce que, je le disais, pour qu'un groupe biologique soit valide, il faut qu'il inclue l'ensemble des descendants d'un seul ancêtre commun. Or, par poisson, on va entendre la plupart des animaux à nageoires qui vivent dans l'eau et qui y respirent. Sauf que ça va inclure aussi bien nos carpes, koi, poissons rouges dont on parle aujourd'hui, que d'autres animaux comme les requins par exemple, qui sont pourtant hyper différents puisque, rappelons-le, où est-ce que j'ai laissé mon Lego en cours de fabrication là? C'était pas très intelligent, Corentin. Les requins ont, eux, un squelette en cartilage. Donc hyper différent des poissons classiques, qui sont, eux, avec un squelette en os. Ce qui fait que si on veut absolument faire un groupe qui inclut tous les poissons, eh bien on va devoir prendre l'ancêtre commun de tous les animaux qui ont qui sont les chordés en fait. C'est-à-dire qui ont un axe qui relie le système nerveux au reste du corps. Autrement dit, le seul groupe qui inclurait tous les poissons inclut aussi nous, les humains, et l'ensemble des tétrapodes. Ce qui veut dire que soit nous sommes des poissons, soit les poissons ça n'existe pas. Donc, alors on est d'accord chez le poissonnier, hein, poisson pour désigner tout animal qui vit et qui respire dans l'eau. Ça fonctionne. C'est vraiment en termes de classification que ça ne marche pas. Eh bien, je pense que je vais encore devoir ouvrir un autre sachet parce que je ne vois pas la pièce qui me manque maintenant. Effectivement, dans le sachet numéro 3. Hop là, bah d'ailleurs, c'était la dernière à sortir. C'est parti. Donc voilà, donc on va diviser en fait ces fameux poissons en plusieurs groupes. Les poissons qui ont effectivement un squelette osseux, comme le poisson rouge justement ou la carpe, ça va être les poissons dits téléostéens. Ça va être l'essentiel des poissons que l'on connaît actuellement. Tandis que les poissons qui ont un squelette cartilagineux, et ça va s'agir des requins, des raies et des chimères, sont eux des poissons dits chondrichtiens. Les téléostéens, on va les trouver aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Donc voilà, continent et océan. C'est ici. Donc voilà, une très très grande diversité aussi. Il va avoir un certain plan d'organisation commun, et puis ensuite, bah, évidemment, ça va varier au fil des espèces. Hein. Alors, je ne sais pas combien d'espèces de poissons il existe, mais ça se compte en milliers, bien entendu. C'est la classe de vertébrés la plus diversifiée. Ce qui est assez logique, hein, c'est la plus ancienne également. Et qu'on va retrouver dans moult milieux variés, depuis les abysses jusqu'aux rivières, parfois à une certaine altitude. Donc effectivement, forcément des conditions de vie extrêmement disparates. Et il n'y a jamais de mauvais jour pour sortir le mot disparate. Hop. Alors,
plus particulièrement, donc aujourd'hui je voudrais qu'on parle, après ces généralités sur les poissons. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions ou si vous voyez que je dis une bêtise à me reprendre. Moi à la base hein, c'est plutôt l'archéologie et les reptiles amphibiens, mon dada. Euh, mais c'est vrai que j'adore les poissons, je voulais absolument en parler. On va parler de poissons rouges. Alors évidemment le biais, moi je connais les poissons par l'élevage de poissons, donc l'aquariophilie. Quand j'étais au collège, j'avais un aquarium d'eau douce tropical. Un petit peu plus vieux, j'ai eu un poisson rouge. Alors évidemment dans des conditions qui ne sont pas bien. C'est vrai que c'est un poisson que j'ai eu à la fête foraine. Ça, c'était déjà illégal pour eux de les vendre et bon voilà, j'en ai quand même récupéré un comme ça que j'ai mis dans un aquarium qui était le plus grand que je pouvais me permettre d'avoir en tant qu'étudiant, mais qui était largement insuffisant pour un poisson rouge. Ce qui fait que c'est un poisson qui est mort jeune quand même. Hein, Talagan il s'appelait Talagan ou Bubule 1 pour ceux qui ne voulaient pas faire l'effort de bien retenir le nom. Là, j'en fais tomber, dis donc. Alors, je trouve pas la pièce qui me manque. Et donc, parmi la grande variété des poissons aujourd'hui, c'est surtout de ces poissons domestiques que je voulais vous parler. La question pour moi là étant tout de suite, il me manque une pièce, oui, mais est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à la trouver ou est-ce qu'elle est dans un sachet que je n'ai pas encore ouvert? Bon, il n'y en a plus qu'un que je n'ai pas ouvert, je pense qu'on est plus à ça près. ASMR Lego. Bon, manifestement, elle n'a pas l'air d'être là. Sachet numéro 4. Ben, je ne l'y vois pas non plus, ceci dit. Ça n'a pas l'air d'être là-dedans non plus. Non, c'est bien... Alors, je sais pas comment il s'appelle. Normalement, toutes les pièces de Lego ont des noms. Ça fait des années que je fais des Lego, mais je n'ai jamais pris le temps d'apprendre ces noms. En même temps, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse dans les Lego. Il y a plusieurs manières d'aborder les Lego. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup les faire, mais c'est vrai que j'ai du mal à inventer des Lego. Il me faut un peu un modèle. Je suis loin d'être un grand maître comme dans les Lego Masters. Après, peut-être qu'avec plus de pratique, ça viendra un jour. Alors là, tous les gens qui me connaissent bien, qui m'entendent, disent oh non, il veut continuer et aller plus loin. Mais en même temps, c'est vraiment un très chouette passe-temps. Les Lego un peu cher et puis ça prend de la place. Mais sinon, il y a bien pire dans la vie que faire du Lego. Bon, alors, on va ouvrir le sachet numéro 4 parce que c'est peut-être quand même là-dedans. Ma cam est remontée, du coup, vous voyez ma tête, fichtre. Merci pour me l'avoir indiqué. En même temps, pour l'instant, comme j'ai du mal à avancer. Hop là, plus diagonale. Ah bah voilà, effectivement, il était dans le sachet numéro 4, c'est pour ça qu'on ne trouvait pas. Bon. Du coup, on peut continuer. Alors, il faut que je mette ma main à un endroit où vous voyez le Lego au fur et à mesure. La luminosité, elle est étrange, c'est parce qu'elle vient essentiellement en fait de l'extérieur. J'ai dû baisser le volet parce que j'ai une migraine terrible. Bon. Donc voilà, je suis désolé pour la lumière, c'est un peu particulier. Alors, je vous ai dit qu'on allait essentiellement parler de poissons domestiques. Alors, pour rappel, hein, un animal est considéré domestique quand il s'agit d'une population entière qui est passée entièrement sous contrôle humain. Et quand je dis sous contrôle humain, c'est-à-dire que on va gérer toute leur vie, mais aussi toute leur mort.
Et généralement, alors on tient beaucoup dans cette précision à intégrer le fait que la forme ou le comportement ou autre de l'animal a été modifié pour répondre à des besoins humains. Là, on va parler d'abord de la carpe. La carpe, donc c'est un poisson de la famille des cyprinidés. Alors attendez, je vérifie son nom en latin, c'est Cyprus carpo. Ça c'est la... Cyprinus carpio. Voilà. Cyprinus carpio. Donc voilà, c'est un poisson cyprinidé qui a été domestiqué il y a très longtemps. A priori, c'est le plus vieux poisson domestiqué. Probablement d'abord en Chine, mais avec une diffusion assez rapide, peut-être un foyer multiple de domestication, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Toujours est-il qu'il était clairement élevé par les Romains, donc on parle de carpiculture, et les Romains ont participé à sa diffusion au sein des provinces romaines, au sein de l'Empire, donc notamment arrivé en Gaule. Première mention dans un texte dans le monde, ce sera en Chine au 5e siècle avant notre ère. Et a priori, première mention textuelle dans un texte en Occident, ce sera dans un texte du roi Théodoric. Donc on est au 5e siècle de notre ère cette fois. Ok. Hop, et on consolide tout ça en remettant une petite articulation par-dessus. Ce qui n'est pas forcément évident parce que comme ça ne colle plus, il faut trouver le bon angle d'ouverture, mais en vrai ça va le faire sans souci. En Europe, les carpes, elles ont d'abord été élevées essentiellement pour l'alimentation, hein. Donc là, on est sur la forme sauvage de la carpe. Alimentation, alors dans les villages, mais finalement, la carpiculture en Europe, c'est surtout dans les monastères. Pourquoi? Parce que parfois les monastères sont dans des terres sauvages, pas toujours hyper fertiles, et que c'est beaucoup plus rentable en termes de surface d'avoir un étang à carpe que de faire absolument du maraîchage et de la céréaliculture. Mais c'est aussi parce qu'il y a les règles du carême. Les moines ont régulièrement des interdits qui touchent la viande. Or, la carpe étant un poisson n'était pas considérée comme étant une viande. En fait, ça vient si j'ai bien compris, parce que je vais pas vous mentir, mon catéchisme est un petit peu loin. Mais l'idée, c'est que les animaux devant s'accoupler pour se reproduire, la viande vient finalement du péché, du péché de chair. Il y a reproduction. Alors que les poissons, dont on comprenait mal la reproduction, on estimait qu'ils se formaient spontanément à partir de l'eau. Et que donc la reproduction était sans accouplement. Et donc la viande était pure. Mais globalement, ça marche au doigt mouillé, hein. Tout ce qui vit dans l'eau fait plus ou moins ça, ce qui fait qu'ils considéraient aussi parfois les tortues aquatiques comme des poissons. Et du coup, par extension, parfois les tortues terrestres, parce que, allons-y, soyons fous, ce qui a des écailles est un poisson. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes notions scientifiques qu'aujourd'hui, hein. C'est un autre mode de raisonnement, mais c'est aussi pour ça que aujourd'hui encore, on entend beaucoup que les végétariens pourraient manger du poisson. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui d'être végétarien et de ne pas manger du poisson, sauf au sens presque littéralement biblique. Donc voilà, la carpiculture se développe comme ça. Et puis au Japon aussi. Alors la carpe d'ornement, voilà, c'est quelque chose d'assez récent finalement. L'élevage de la carpe est emmené au Japon après les invasions chinoises. Alors là, c'est une région du monde et une période historique que je connais hyper mal, donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Mais en tout cas, parfois les carpes étaient introduites dans les rizières avec un double but, d'augmenter le rendement de la rizière de deux manières.
Déjà, les déjections des poissons permettent de rendre la rizière plus fertile. Euh, et ensuite, eh ben, on peut manger le poisson, ce qui fait qu'en plus de produire du riz, on produit de la viande, enfin de la protéine. Voilà, accroissement de l'intérêt économique de la rizière. C'est dans ce contexte-là qu'apparaissent les premières mutations des carpes. Voilà, c'est-à-dire que des carpes de couleur apparaissent et que petit à petit, on commence à avoir l'idée de les élever pour l'esthétique, pour l'agrément. Alors ça, c'est quelque chose de complètement hyper récent. On est au 19e siècle en fait. Et ça se produit dans une seule région japonaise et ça n'en sort pas pendant très longtemps. Et puis c'est en 1914, je crois, qu'il y a eu une exposition à Tokyo. Euh, un maire d'une ville de la région où tout ça se passe décide d'envoyer à Tokyo des poissons. À la base, c'est plutôt pour sensibiliser sur les conditions de travail des habitants de la province. Mais en fait, ça a beaucoup de succès, ces jolis poissons. Et il y en a quelques-uns qui sont offerts au fils de l'empereur. Et là, ça y est, les Japonais se prennent d'affection pour la carpe koi. Et puis, ça ne sort pas tout de suite du Japon. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, bon, bah, les échanges internationaux reprennent de plus belle. On a aussi un fort développement des techniques de transport qui permettent de transporter des poissons vivants sur de longues distances. Et c'est vraiment à ce moment-là que les populations occidentales en particulier vont découvrir la carpe koi. Que des élevages se lancent dans d'autres régions du monde. Et ça y est, c'est parti pour l'âge d'or de la koi. Alors je trouve la pièce qu'il me faut. Enfin je la cherche du coup, je la trouve pas encore. Voilà. C'est elle, il m'en manque encore une. Est-ce qu'il faut encore que j'ouvre le dernier petit sachet? Comme ça au moins j'aurai ouvert tous les sachets. Bon, il y a beaucoup de pièces qui manifestement ne sont prévues que pour le tigre. Comme celle-là par exemple. Donc je pense qu'il me restera pas mal de rabs. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que je trouve un nouveau setup pour ces lives en Lego parce que la prise de vue est quand même pas incroyable. Bon, on verra. On verra plus tard parce que bien sûr, rajouter une autre caméra, bah, c'est quand même un budget. Alors, ça se positionne ensuite. D'accord, là. Et maintenant, on doit recommencer pour l'autre côté. Vu comment j'ai galéré pour trouver les pièces, j'espère que ça ira plus vite. Maintenant que j'ai absolument tout ouvert, là, je n'ai plus un seul sachet de ne pas ouvert. Donc, tout est dans le plateau. Donc voilà, c'est vraiment au milieu du XXe siècle que l'amour de la carpe koi se répand partout dans le monde. En tant que poisson d'ornement, hein, ce n'est plus vraiment un poisson qu'on consomme pour la carpe koi. Par contre, pour la carpe générale, on continue à la consommer, on continue à l'élever, on continue à la sélectionner aussi, ce qui n'est pas sans conséquence puisque non, mais ça on y viendra après. Des élevages de carpe koi ont ouvert un petit peu partout dans le monde. Il n'y a plus uniquement le Japon qui en fait. Maintenant, ça reste le Japon qui est le plus réputé pour sa production de carpe koi, pour leur beauté. On a assez régulièrement des ventes aux enchères de carpe koi avec des prix qui peuvent atteindre les dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Le record est à 1 400 000 pour une carpe koi. C'est assez incroyable.
Alors c'est une carpe qui avait la particularité d'être, si j'ai bien tout compris, entièrement blanche avec une tache rouge sur le front, ce qui rappelle un petit peu le drapeau japonais, ce qui explique que ces carpes-là ont le plus grand succès, notamment financier. Alors voilà, c'est toi qu'il me fallait. J'aimerais qu'on me parle comme ça. Hop, et on la met ici. Ouh, on va faire des gros yeux. Ah d'accord, je pensais qu'on faisait des nageoires, mais non, en fait, c'est juste utilisé pour faire du volume. Ok, j'adore, c'est intelligent. C'est intelligent, j'aime bien. Mais c'est souvent intelligent, Lego, mine de rien. Les carpes koi, alors pour continuer, alors oui, donc la carpe commune, elle a continué à être élevée aussi. Euh, Plutôt pour la pêche que pour l'agrément. Mais on a des bassins, etc. Et puis surtout, on a eu des lâchers au cours. Alors, il y a un truc qui va pas là. C'est parce que ça, c'est pas la bonne pièce. Il m'en faut des plus courts que ça. Il y a eu beaucoup de lâchers un petit peu partout pour continuer à pêcher cette carpe. Globalement, la carpe, elle se plaît un petit peu partout. Elle est hyper tolérante à plein d'environnements différents. Elle survit à la pollution, elle survit aux températures fraîches. On est un peu sur une super warrior de la survie. Ce qui fait que où qu'on lâche la carpe, elle s'en sort. Et comme on l'a lâchée partout, elle s'en sort aujourd'hui, et bien tout simplement partout. C'est une espèce qui est même invasive. Alors pas en Europe, hein, puisqu'elle est bien originaire de chez nous. Par contre, on en a lâché en Amérique et en Australie, où ils n'avaient vraiment pas besoin de plus d'espèces invasives. Alors, ça ressemble déjà plus à quelque chose de logique et à ce qu'il y a sur l'image. Donc voilà, les terribles espèces invasives. Elle est assez gloutonne, la carpe. Elle va être... Oh, merci, un bot dans le chat. La carpe koi va se nourrir... alors, elle est omnivore. Elle va vraiment manger un peu tout ce qui passe. Elle peut être un petit peu carnassière à l'occasion, donc elle va manger des vers, des insectes. Alors les larves de moustiques, c'est idéal hein, si vous avez un grand bassin avec rien dedans et que les moustiques se lâchent dedans, et bien mettez-y un poisson rouge ou une carpe, hop, plus de problème de moustiques. Le problème évidemment c'est dans les zones dont elle est complètement exogène, et bien elle va tout déglinguer assez vite. Elle va aussi entraîner une certaine turbidité de l'eau, hein, c'est-à-dire qu'elle est une de ses façons de s'alimenter, c'est de prendre plein de vases dans la bouche. Elle va laisser la vase s'échapper par les ouïes avec l'eau et elle va filtrer un petit peu tous les micro-organismes qu'il y a dedans, ce qui fait qu'elle est constamment en train de cradosser l'eau, quoi. Ce qui n'est pas forcément grave dans une petite mare à carpe. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qui vont pas du tout apprécier ces conditions de vie ensuite et du coup elle peut gâcher un petit peu le potentiel d'une zone entière. Ok, eh bien je crois que la tête c'est déjà bien parti. Ah, on va lui faire des barbillons. Alors effectivement, la carpe a des barbillons, elle a deux paires de barbillons, une un petit peu plus longue que l'autre. Sur la lèvre supérieure, c'est quelque chose qui s'est fortement développé chez la carpe koi. Bon, ça sert ça participe à trouver la nourriture hein, quand elle est justement en train de fouiller dans la vase. Alors là, c'est vraiment des toutes petites pièces qu'on doit retrouver dans ce bazar. C'est vrai que quand on a monté la girafe il y a un mois, c'était relativement facile parce que c'était la pièce principale proposée par la boîte. Ce qui fait que on ouvrait les sachets un par un et on avait le rythme qui allait avec.
là, c'est ce qu'on aurait pu faire si on faisait le tigre, la pièce principale de la boîte. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas spécialement envie. Du coup, il a fallu tout mélanger. Alors, je sais que certains aficionados de Lego estiment que c'est la seule bonne façon de faire. Moi, c'est vrai que j'irai pas jusque-là. Notamment parce que il faut que je gère l'espace. C'est mon ultime frontière à moi. Allez, un barbillon de fée au suivant. Et ça peut être une espèce alors relativement prolifique, hein, c'est-à-dire que ils vont pondre des millions d'œufs concrètement. Alors, des centaines de milliers à plusieurs millions. Hop là, on a fini la tête. Je me la mets de côté. Pour pondre, en fait, ouais, en fait, c'est le fil après de la caméra qui la tire. Pour pondre les œufs, la femelle va lâcher un gros tas d'ovules dans l'eau. Les mâles vont venir féconder ces ovules qui vont du coup se transformer en œufs collants et adhérer à des plantes et à des éléments de la mare. Évidemment, il y a une partie des œufs qui n'est pas fécondée parce que c'est quand même franchement au petit bonheur la chance. Et puis il y a tous ceux qui vont pas réussir à grandir parce que ils vont être collés à un endroit où les conditions sont pas bonnes. Il y a tous ceux qui vont se faire manger. Donc voilà, l'éclosion elle est relativement rapide, hein, c'est-à-dire que ça se fait au bout d'une semaine en moyenne. Mais le petit n'est pas tout de suite complètement formé. En fait, il va être attaché à un sac, le sac vitellin, qui est rempli de nutriments et il va pas bouger, il va continuer à absorber ce sac jusqu'à ce que ce soit fait, qu'il puisse commencer à bouger, remonter vers la surface pour remplir sa vessie natatoire d'air et ça y est, c'est parti. On a un petit poisson qui doit vite manger pour vite grandir, pour pas se faire manger. Mais il y a une grosse partie qui se feront manger avant. Et heureusement, c'est pour ça qu'on n'a pas des millions de carpes à chaque endroit où vit une carpe. Sauf bien sûr quand il s'agit de Magikarp, où là il y en a partout. Mais on y reparlera après de Magikarp parce que bien évidemment il est à 100% lié à nos poissons. Donc c'est pour ça que quand il se retrouve dans un milieu exogène sans forcément beaucoup de prédateurs ou autres, il peut proliférer assez vite. Et bien c'est aussi pour ça que c'est un poisson qu'il était rentable d'élever, tout simplement. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'on est en train de faire, une partie du corps, hein, manifestement, mais à quoi ça correspond anatomiquement, je n'en ai aucune idée. Mais on va continuer, on va faire confiance. Les carpes koi, ça va être, ou les carpes tout court d'ailleurs, hein, de manière générale, les carpes, poissons uniquement d'extérieur, hein, il est strictement hors de question d'en avoir en aquarium. Il faut à peu près 5 mètres cubes pour une carpe koi. C'est colossal et c'est avec des variations de température, hein. En hiver, il faut que l'eau soit froide, auquel cas les carpes vont se laisser elles vont arrêter de s'alimenter, elles vont rester immobiles au fond de l'eau, tranquillou pépou, et attendre que le temps passe. D'ailleurs, c'est absolument essentiel si on veut une reproduction de passer par cette étape. Sinon, elles ne se reproduisent pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire en aquarium, hein. Je ne sais pas si des gens essayent de temps en temps, mais c'est hors de question. Non, la version d'aquarium la plus connue, c'est bien entendu le poisson rouge. Donc, hop, petite transition, on va passer au poisson rouge. Le poisson rouge, c'est aussi un poisson domestique, qui vient aussi d'Asie du Sud, d'ailleurs.
Alors, il me faut un 2 noir. Là. Et ensuite, il me faut un petit... c'est aussi un cyprinidé, le poisson rouge, Cyprinus aureus. Attendez. C'est le carassin commun, Carassius, pardon. C'est pas le même genre, c'est le genre Carassius. Et alors pour le poisson rouge, on va parler de Carassius aureus, auratus, pardon. Et la version sauvage, et c'est très très proche du carassin commun, Carassius carassius. Bon, c'est un carassin, quoi. Donc c'est un cousin très très proche de la carpe. Voilà, c'est toi que je cherchais. Avec un mode de vie assez similaire, hein, vie en eau douce. Pour la naissance, ce sont des millions de petits poissons, des petits œufs qui sortent. La plupart se font manger, et puis quelques-uns survivent de temps en temps. Ah oui, ça y est, je vois. Ces deux petits tenons iront à l'arrière du crâne. Voilà. Ouh, on va faire un petit moment de fierté nationale, youpi. Donc voilà, la domestication du poisson rouge, elle est plus tardive. On est toujours sur le 19e siècle finalement, hein, avec une diffusion à peu près dans les mêmes temps. Alors plus ancienne en Asie, où déjà on les gardait dans des bocaux en cristaux ou dans des vases en porcelaine. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est que le poisson rouge, en fait, c'est un poisson qui est grand, euh, très très grand. Ils peuvent faire jusqu'à 40 cm de long, donc on est sur des gros poissons. Donc aujourd'hui ça commence à se savoir, mais néanmoins des gens persistent. Le petit bocal rond, c'est non, hein. On continue beaucoup à avoir de gens vouloir des poissons rouges pour leurs enfants ou autres. Le poisson rouge, il peut vivre en aquarium, c'est pas l'idéal, mais il peut, hein, il peut vivre en bassin aussi extérieur. Ce sera 100 litres pour un poisson rouge. Donc voilà. Et ensuite, ce sera 50 litres par poisson supplémentaire. Donc il faut de la place quand même, quoi. Faut vraiment, faut être prêt faut savoir ce qu'on veut. Faut pas envisager de le regretter derrière, quoi. Sachant qu'il est absolument hors de question, bien sûr, de le libérer dans la nature, puisque le poisson rouge, c'est un gros glouton qui se reproduit vite aussi et qui peut se croiser avec d'autres cyprinidés dans l'eau, notamment avec les carpes. Ce qui fait que une fois qu'on l'a libéré, on ne sait pas sur combien de décennies il y aura des conséquences, mais beaucoup. Donc on ne prend pas un poisson rouge à la légère. Alors pardon, j'ai une migraine qui m'attaque depuis tout à l'heure, c'est un petit peu pénible. Hop là, c'est toi. Voilà. Ça va être des poissons qui tolèrent très très bien les températures fraîches, voire même très fraîches. Ils vont juste se laisser couler au fond du bassin. Et voilà. Le poisson rouge, il est plus volontiers prédateur quand même que la carpe, même il est totalement omnivore, hein, donc il va pouvoir se nourrir de débris végétaux. Mais c'est pareil, il peut être parfois utilisé comme poisson anti-moustique. Et donc voilà, on le met dans un bassin extérieur ou une zone d'eau stagnante et il va bouffer tous les petits moustiques qui peuvent traîner. Ça se fait très bien. Alors j'ai des pièces qui quittent le plateau par les poignets. Donc on les remet un petit peu. Et qu'est-ce qui... Ah, voilà, donc on continue avec vous. Et puis ensuite on va aussi revenir sur un autre cliché du poisson rouge. Non, les poissons rouges ne sont pas des animaux stupides, insensibles, et surtout ils ont une mémoire. Ils n'ont pas une mémoire de 9 secondes comme on le dit. C'est vrai qu'on disait souvent que dès qu'il avait fait le tour de son bocal, il avait déjà oublié. Alors spoiler, hein, quand on enferme un poisson dans un bocal,
il n'a rien d'autre à faire que d'en faire le tour. Donc ce n'est pas de la stupidité que de faire le tour du bocal en boucle, c'est que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Donc non, les poissons rouges ne sont pas stupides, ils ont une mémoire, on a prouvé qu'ils pouvaient avoir une mémoire sur au moins 3 mois. Ils peuvent notamment retenir les horaires du repas, ils peuvent reconnaître la personne qui leur donne la nourriture. Donc non, non, on est sur un animal. Ils ont aussi une sensibilité à la douleur. Ils avaient fait l'expérience, il y avait une zone de l'aquarium où quand ils mettaient, où ils avaient installé un petit élément qui infligeait des petites décharges électriques. Bon, bah, les poissons rouges apprennent à éviter cette zone pendant très longtemps. Et même une fois que l'appareil infligeant les décharges est retiré, ils continuent longtemps à l'éviter. Bon, je ne reviendrai pas sur l'éventuelle pertinence ou pas de faire ce genre d'expérience. Toujours est-il que oui, les poissons ont une mémoire et une sensibilité. Euh, En particulier donc les poissons rouges. Alors attendez. Raisonnement en 3D, même quand il y a un modèle, j'ai du mal. Donc voilà, c'est aussi un poisson grégaire. Donc quand je vous dis que c'est un poisson dans un bocal de enfin dans un aquarium de 100 litres, plus 50 litres par poisson supplémentaire. Déjà c'est un minimum, hein. Si vous voulez absolument des poissons, n'hésitez pas à leur en donner plus de la place. Mais surtout en fait, il faudra au moins 2 poissons. C'est vraiment pas un poisson qu'on peut garder tout seul dans son coin sans risquer de le voir complètement déprimé, parce que oui, les poissons, bah, ça peut aussi déprimer, ça peut aussi s'ennuyer. Euh, Simplement, ça ne peut pas l'exprimer, c'est un petit peu ça la différence. Si vous emmerdez un chat ou vous voulez le nourrir, il miaule et il griffe. Un poisson rouge, bah, il n'a pas le moyen de se faire comprendre. Mais on peut finir par même tisser des liens avec eux, hein. Moi, mes poissons rouges, je jouais avec. Euh, alors évidemment, je les amenais pas à la promenade, mais non, non, c'était. Je tenais vraiment beaucoup à eux. Ils ont un caractère aussi. Quand on a la possibilité d'observer des poissons, on se rend compte vraiment qu'ils ont tous des caractères, une individualité, et c'est vraiment hyper intéressant. Mais en vrai, c'est le cas de tellement d'animaux différents, c'est juste qu'on s'y intéresse pas assez pour s'en rendre compte. Alors, petite pause ASMR, le temps que je trouve les pièces qui me manquent. Il y a toi aussi, et toi. Je fais des choses pas bien dans l'ordre, mais c'est pas bien grave a priori. Voilà. Ensuite, toi. Et ensuite, il me faut 2 petits quarts de cercle. Alors, est-ce qu'ils étaient tous dans le même sachet? Du coup, ils sont tous à peu près au même endroit. Je sais pas si une. Faudrait faire une étude de physique de la répartition des pièces et de leur dispersion au fur et à mesure de la fouille. Est-ce qu'elles s'éloignent de plus en plus de l'endroit où on a lâché le sachet, ou elles restent plus ou moins au même endroit? Donc voilà, si si un physicien ou un statisticien a du temps à perdre avec ça, peut-être que ça a déjà été fait. Il y a un, Chaque année, il y a des récompenses qui sont attribuées ce sont les prix Ig Nobel, je crois, c'est ça, hein, qui récompensent des recherches un petit peu absurdes et rigolotes. Et en gros, leur slogan, c'est voilà, les recherches qui font sourire puis réfléchir. L'idée étant que derrière ce sujet un petit peu absurde, sur le taux de bulle des bières, par exemple, la capacité de rebond ou la forme d'écrasement d'une bouse de vache. Enfin, je dis des exemples comme ça, j'arrive pas à me rappeler des sujets. Mais voilà, qui en fait prête à sourire, mais finalement pousse derrière à l'appréhension de concepts scientifiques vraiment intéressants. Alors, hop, on le fixe comme ça, on retourne.
On consolide. On hésite à aller prendre un nouveau Doliprane. J'ai une malédiction, c'est que là c'est mon 2e jour de repos. Et à chaque fois que j'ai 2 jours de repos, j'ai la migraine. Ce qui est quand même pas de bol parce que c'est pas souvent non plus. Alors non, on le remet comme ça. Oui, c'est ça, comme ça. Et on va chercher. Alors j'ai vu qu'il y avait 4 espèces de poissons domestiques, mais je n'ai pas été voir quels étaient les 2 autres. Pour rappel, en France, on a une liste prévue par la loi des espèces considérées comme domestiques. Donc chez nous, il y a la carpe, le poisson rouge. Je pense très fortement qu'une des autres espèces, ça va être le combattant du Siam, qui est aussi un poisson qui est sélectionné. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'une espèce est domestique quand elle a subi une sélection pour que ça réponde à des besoins. Besoin au sens très large, hein. En fait c'est plutôt une volonté, parce qu'il y a à la fois il y a certes la nourriture, hein, qui est le premier truc auquel on pense pour la domestication. Plutôt que d'aller chasser les animaux, on les domestique pour les manger. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec les carpes. Mais il peut aussi y avoir le service. Alors chez les poissons, par exemple, quand la carpe va enrichir de ses déchets biologiques la rizière, c'est aussi un service. Mais ça peut aussi être la force de l'animal, hein. La domestication du bœuf, enfin des vaches, a permis d'avoir des bœufs forts pour la force de traction. Donc là, c'est du service. Et puis finalement, il y a aussi pour l'esthétique, pour l'agrément. Alors un exemple assez évident de domestication pour l'esthétique, ça va être les petits chiens, hein, les petits chiens d'ornement. Mais il va y avoir aussi certains oiseaux. Et donc les combattants du Siam, enfin les poissons, la carpe koi c'est aujourd'hui purement esthétique, le poisson rouge aussi, et le combattant du Siam également. Je ne trouve vraiment pas cette petite pièce qui me manque, ça me frustre. J'essaie de retirer au fur et à mesure celle dont je suis sûr de ne pas me servir. Mais bon. Attendez, je suis idiot ou comment ça se passe? Non, pourtant c'est pas une pièce... Bon, après, trouver des pièces orange au milieu de pièces orange, c'est peut-être pas non plus... C'est comme si l'épingle que je cherchais dans une meule de foin était couleur foin, quoi. Si quelqu'un la voit, hein. Ah, ça y est, elle est là. Il suffit de désespérer. Hop là, et on fixe ceci à la tête. Oh non, il a perdu un barbillon. Bon, en tout cas, c'est sympa parce que ça nous fait un corps articulé. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Légèrement plus petit que ce que je pensais, mais vous savez quoi, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'un seul coup que c'est plus petit, mais c'est peut-être juste la migraine qui parle. Alors la carpe, c'est aussi un animal qui est culturellement important en Asie du Sud-Est. Alors notamment, ils ont une fête, un jour de fête au Japon, le jour des jeunes garçons d'ailleurs, le 5e jour du 5e mois. Et c'est ce fameux jour où ils vont sortir... Ah mince, j'ai oublié le nom. Alors attendez, je retrouve ça. Le Koinobori. Voilà, c'est la, vous savez, ce sont ces manches à air avec, en forme de carpe, et donc du coup on les suspend en haut d'une perche,
et ensuite le vent va s'engouffrer dedans pour la soulever. Donc voilà, ça c'est un de ces moments où en fait, on met les carpes en avant. Et en fait, ça correspond aussi à une légende asiatique, alors une légende chinoise en l'occurrence, qui touche les carpes du fleuve jaune, le Hanse, un très long fleuve avec des zones de rapides assez violents. Et la légende dit que les carpes qui réussissent à remonter son courant jusqu'au bout, eh bien, deviennent des dragons et peuvent s'envoler. D'ailleurs, c'est pour ça que la carpe est associée à des valeurs d'énergie et de virilité et de vigueur, ce qui est assez rigolo parce que pour nous c'est quand même un poisson qui est plutôt placide. Et pourtant, voilà, eux ils savent la reconnaître à sa juste valeur. D'ailleurs, c'est une légende qui a inspiré Pokémon, hein, avec Magikarp qui finit par évoluer en Léviator. Euh, alors attention, c'est un sujet sensible, hein, je suis un très très grand fan de Magikarp, malgré tout ce qu'on peut dire dessus, de méchant, et de parfois justifié de poissons inutiles. Et Magikarp est définitivement une carpe. C'est dans le nom, hein, mais au-delà de ça, on voit vraiment très bien cette forme avec les petits barbillons dont je vous parlais tout à l'heure qu'on retrouve chez les grandes carpes. Et donc cette fameuse légende où, alors bon là on lui fait pas remonter le courant, il en est bien incapable, mais si on arrive à l'amener au niveau 20, donc c'est même pas si difficile que ça, bam, on a un Léviator qui ressemble vaguement à un dragon et qui est beaucoup plus badass. Ce que je trouve tout à fait injuste aussi d'ailleurs. Vive Magikarp. Il y a une chanson sur Magikarp, je pense que tous les Pokémon ne peuvent pas en dire autant. Et c'est vrai que j'ai ma petite collection Magikarp chez moi. Vive Magikarp. Et c'est vrai qu'effectivement, on le voit, hein, Magikarp, c'est un poisson qu'on retrouve absolument partout dans les eaux tranquilles et stagnantes. Voilà, je vous l'ai dit, on voit ces petits barbillons, tout ça, donc on est à 100% sur de la carpe, pas koi, mais de la carpe commune, de couleur rouge, donc quand même mutée, qui a une mutation d'ailleurs, le Magikarp shiny et doré, un lien avec le cyprin doré, allez savoir. Et avec la sélection, on a vraiment plein de formes différentes. Alors chez les carpes koi, elles ont globalement toute la même forme. Ça va être vraiment les coloris qui diffèrent. Hop là, on a fini les deux nageoires de notre jolie carpe. On va continuer le corps. On a réussi à avoir plein de variétés différentes. Donc effectivement, chez les carpes koi, ça va être essentiellement des variétés de motifs, hein. La forme, on la fait pas tellement changer au cours du temps et des sélections. Alors il y a 3 nuances de rose différentes. C'est pas forcément évident à repérer sur le modèle, mais ça a l'air d'être ça. Et ensuite, il faut de quoi le fixer. On se dit que ça devrait être de plus en plus facile au fur et à mesure parce qu'il y a de moins en moins de pièces. Eh ben non. Eh ben non, pour l'instant, ce n'est pas significatif en termes de facilitation de la recherche. Si, peut-être un petit peu quand même.
Chez les poissons rouges, par contre, la sélection est partie beaucoup plus loin. Alors, est-ce que c'est une question de vitesse de reproduction, de facilité, parce que ils sont plus petits, donc ils rentrent dans des aquariums, je ne sais pas trop. Ou d'intérêt, tout simplement. De- Bon, après, quand je dis que les poissons sont plus petits, un poisson rouge, dans de bonnes conditions, dans un volume suffisant, peut atteindre les 40 centimètres. Voilà. En moyenne, ce sera entre 10 et 35, hein, donc on a une moyenne de 20 centimètres. Ce sont des grands poissons, mais ils peuvent assez aisément atteindre les 35 centimètres. 40, on est sur du record. Mais c'est pas de la petite bête, quoi. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit qu'il leur faut un volume important. Euh, et donc on en a tout un tas de variétés différentes. Alors le poisson rouge traditionnel, hein, celui qu'on a en tête, ressemble en termes de forme énormément au carassin commun, donc à la forme sauvage. Il y a vraiment, c'est vraiment la coloration qui change. Euh, et puis ensuite, il y en a qui ont des tailles et des formes différentes. Alors il y en a qui vont avoir des nageoires doubles, d'autres qui vont avoir une excroissance sur la tête, euh, d'autres qui cumulent plusieurs choses. Beaucoup sont plus petits, plus lents aussi, donc pour le coup plus sensibles. Certains ont les yeux qui sortent des orbites, d'autres ont des gros sacs de peau. Donc ceux-là ne peuvent plus vivre en bassin, il faut les garder à une température raisonnable. Parfois on se demande même si ce sont des poissons qui vivent bien tout simplement. Euh, je sais que dans le cas du combattant du Siam, il y a carrément une variété qui a été produite, qui est interdite aujourd'hui en concours ou à la reproduction, parce qu'on considère que c'est un poisson qui ne peut pas bien vivre et qui va souffrir toute sa vie des mutations obtenues. Euh, donc en l'occurrence, là c'est un poisson qui a une queue tellement grande qu'il ne peut pas la garder déployée. Elle va être tout le temps repliée, alors ce qui fait un joli effet, hein. On l'appelle le poisson pétale de rose. Mais en fait, c'est néfaste au bien-être de l'animal. Donc il est interdit en compétition, parce qu'il y a des concours hein, d'esthétique de poissons. Et celui-là, on ne veut pas l'y voir, pour ne pas encourager cette voie euh, qui ne fait que souffrir l'animal. Bon, il fallait peut-être y penser avant, mais c'est déjà ça. Bon, les combattants du Siam, il y aurait tellement de choses à dire aussi, hein. Quand on vous dit que c'est un poisson qui n'a pas besoin de grand-chose, c'est faux, hein. Les combattants du Siam sont hyper résistants parce que ce sont des poissons qui vivent. Alors, c'est un poisson tropical, hein, il lui faut une eau qui est forcément chauffée, qui va vivre dans les eaux stagnantes d'Asie du Sud-Est, où bah, du coup il est un petit peu dépendant des régimes de mousson et de sécheresse successifs. Ça veut dire qu'à tout moment, en fait, il va être capable de se retrouver dans une petite flaque. Mais c'est temporaire, en fait. C'est ça le truc qu'on a tendance à oublier, c'est que il finit normalement par repleuvoir. Et cette petite flaque, elle est temporaire. Il va patienter jusqu'à la saison des pluies suivantes. Il n'est pas destiné à y passer sa vie. Donc quand on voit parfois des photos des gens du marketing, voire même parfois dans des films ou autres, des poissons dans une simple coupe d'eau, c'est juste non. Si je vous mets dans un placard à balai debout pendant plusieurs heures, vous allez survivre. Ça ne veut pas dire que vous êtes épanoui, ça ne veut pas dire que vous allez y faire votre vie, sauf si vous êtes un étudiant à Paris, mais ça c'est un autre débat. Donc vraiment, n'infligez pas ça à un combattant du Siam. Ce qu'on voit dans le commerce où ils sont enfermés dans des cuillères à soupe d'eau, c'est assez scandaleux. Un combattant du Siam, mâle, bon, il lui faudra au moins un volume de 20 litres. Et encore 20 litres, c'est peu quand on y pense en fait. Donc c'est vraiment un minimum. Euh, voilà, même si ce sont des poissons résistants, on peut vivre plein de choses en étant encore vivant. Ça veut pas dire qu'on est épanoui, ça veut pas dire qu'on le vit bien.
Je peux vous faire plein de choses auxquelles vous allez survivre, ça veut pas dire que c'est ce que vous voulez subir toute votre vie, quoi. Alors, on continue là. Hop, petit carré rose. Alors c'est pareil, c'est le poisson le combattant du Siam, donc il va avoir plein de... C'est aussi un poisson qui saute, alors quelqu'un me disait ton poisson va absolument se suicider, il saute hors de l'eau. C'est pas ça, hein, bien entendu. C'est un réflexe qu'ils ont, comme ils vivent souvent dans des trous d'eau, mais dans des zones où les trous d'eau il y en a un petit peu partout. Il leur arrive assez régulièrement de sauter hors de l'eau dans la nature, c'est tout simplement pour changer de coin et accéder à la zone d'eau suivante. Maintenant effectivement quand ils sont dans un bac d'eau, dans un salon, la zone d'eau suivante n'existe juste pas. Ça ne veut pas dire que votre poisson est suicidaire, hein, c'est juste euh, son réflexe de vie. Donc très important, quand on a un poisson combattant chez soi, il faut fermer. Faut pas, voilà, faut fermer l'aquarium, histoire d'éviter qu'il ne meure par terre tout seul de manière très triste. Alors on continue. Et alors ils ont une particularité assez incroyable ces poissons. Ils font partie de la famille des labyrinthidés, qui renvoie au labyrinthe. C'est un organe assez particulier à cette famille qui leur permet de capter de l'air atmosphérique. Ils peuvent respirer de l'air qu'ils absorberont à la surface. Alors ça vient aussi du fait que parfois ils se retrouvent dans des points d'eau tout petits. Et donc l'intérêt c'est que quand ce point d'eau est sous-oxygéné, ce qui arrive relativement vite, eux ils peuvent respirer quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent respirer hors de l'eau, qu'ils aiment ça non plus, hein. Encore une fois, c'est un petit complément pour une survie temporaire. Hop là. Il faut le retourner et on y met ça. Très bien, chef. Alors, petite pause. Et on va faire des sous-assemblages. Alors, je suis pas sûr de voir de quelle pièce il s'agit, la pièce pointue blanche. Ah bah voilà, c'est celle-là tout simplement. J'ai les deux ensemble en plus, c'est parfait. Bon, si, ça y est, ça commence à devenir un petit peu plus facile d'y voir clair dans les pièces disponibles. Ok, ouais, ça rend plutôt bien, hein. Je trouve vraiment qu'ils ont toujours de bonnes idées pour faire un rendu intéressant. Top. Top. Alors, puisqu'on est toujours sur le poisson combattant, on va parler un petit peu de sa reproduction. C'est hyper intéressant puisque c'est un des très rares poissons. C'est un des très rares, peut-être pas très rare, mais c'est quand même relativement rare dans ce groupe-là. Il va y avoir des soins parentaux. Et c'est le mâle qui les prodigue. Donc en fait, comment ça se passe? Donc le mâle a son territoire, ce sont des animaux qui sont plutôt territoriaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle combattants, ils vont pas hésiter à se battre s'il y a concurrence pour un territoire. Alors hop, on raccorde ce qu'on vient de faire au reste, et pouf, ça commence à être plutôt pas mal. Petite nageoire dorsale incoming. Alors, je reprends après mon explication sur le combattant, mais on va finir cette petite nageoire dorsale. Alors, chez les poissons, on dit que la nageoire est rayonnée. Ça ne veut pas dire qu'elle émet de la lumière ou quoi que ce soit. Simplement, bon, nous, on a des membres chiridiens, c'est-à-dire qu'on a des os qui donnent la forme à notre membre.
Chez les poissons, ça va être une membrane, mais pour que cette membrane reste tendue, ils ont de longues tiges, comme des arêtes, qui partent d'une articulation, et donc c'est ça qu'on va appeler les rayons. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une nageoire rayonnée. Et je ne trouve pas la toute petite pièce qu'il me faut, ce qui est lié au fait qu'elle soit toute petite. Toute petite et noire, et il me reste beaucoup de pièces noires, donc pour retrouver la bonne au milieu de tout ça. D'autant que mon bureau est noir, donc si elle est tombée du plateau sur le bureau, il n'est pas impossible que je sois en difficulté. Alors, on vérifie. A priori, c'est non. Il me semble qu'on peut les avoir, le poisson rouge, la carpe et le poisson combattant dans Animal Crossing notamment. Qui reste le jeu le plus connu du grand public, avec des poissons qu'on peut pêcher, manger pour le cas du mort, tout ça. Ça m'a toujours un petit peu surpris, un jeu où on est des animaux qui parlent, mais où on mange quand même d'autres animaux. Bon, pourquoi pas. Ah, voilà. Il est là. Par-dessus ça, je mets lui. Et par-dessous ça, où es-tu? Je mets lui, voilà, c'est ça. Hop là, et on le fixe comme ça. C'est pas mal du tout ça. Voilà, on vient de fixer ça. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Allez hop, on continue, on va faire l'arrière du corps. Du coup, la reproduction chez le combattant du Siam. Donc comme je vous disais, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va commencer avec le mâle qui va faire un nid de bulles. Ah oui, donc je vous disais que les mâles sont plutôt territoriaux et assez agressifs, d'où leur nom de combattant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pire chez les spécimens élevés que chez les spécimens sauvages, tout simplement parce que dans un premier temps, les combattants étaient sélectionnés, alors absolument pas pour l'alimentation dans ce cas-là, mais vraiment pour le combat. L'idée c'était de, un peu comme nous on faisait en France avec les coqs de combat, surtout dans le nord. A priori j'ai un arrière-grand-père qui faisait ça, qui élevait des coqs de combat. En Asie il y avait des élevages de poissons combattants, et puis des concours avec des paris bien sûr, un jeu d'argent pour savoir quel poisson allait battre l'autre. Et a priori, l'aspect esthétique, dans un premier temps, était assez secondaire. Et c'était vraiment, on gardait le plus agressif, le plus vif, pour se reproduire, pour avoir plein de petits tout aussi combattants et capables de gagner des combats et donc des paris. Et rapporter de l'argent. Bon, c'était plus quelque chose qui se faisait sur son temps libre qu'un métier, hein. On n'est pas sur des 100% professionnels, c'est juste un hobby en fait, hein, quelque chose de... bon voilà, chaque chose, chaque époque c'est ses propres... Voilà, hein. Évidemment aujourd'hui ça paraît hors de question, du moins j'espère. Il y a toujours des combats qui se produisent, mais généralement c'est par accident, hein. J'ai récupéré il y a quelques mois un petit combattant du Siam qui manifestement en avait rencontré un autre, il n'avait quasiment plus aucune nageoire. J'ai voulu le sauver, ça n'a évidemment pas marché, il a fini par mourir. C'est d'ailleurs le mauvais plan, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais n'essayez pas de sauver des animaux mal en point en animalerie, en tout cas pas en l'achetant. Parce que tout ce que vous faites, c'est le rendre rentable pour l'animalerie,
et encourager le système. Je sais que c'est dur, moi j'ai craqué. Voilà, donc si vous craquez aussi, je comprends totalement. Mais idéalement, faut pas. Enfin. Euh, donc voilà, donc les poissons combattants sont dans la nature un petit peu agressifs aussi, mais moins quand même qu'en élevage, puisque c'est pas très grave, ils sont surtout territoriaux. Donc ce qu'ils vont faire, c'est se trouver un amas de débris végétaux flottants, hein. Ils aiment les zones qui sont densément plantées pour l'eau, dans l'eau. D'ailleurs, si vous avez un jour un combattant du Siam, plantez l'aquarium, c'est hyper important. Euh, et au moment de la reproduction, du coup, il va commencer à construire un nid de bulles. Donc en fait, il va produire une espèce de bave slash mucus assez costaud, tout réunir dans des débris et créer voilà, un nid fait de bulles. Ensuite, il va y attirer une femelle. Là, bon, il est vigoureux, il va un petit peu la contraindre pour qu'elle expulse ses ovules et il va les féconder. Et tout de suite après, il va chasser la femelle parce qu'il a peur qu'elle mange les œufs ou les petits, ce qui est assez fréquent. Donc là aussi, conseil, si vous avez mâle et femelle dans un aquarium, attention, le mâle est parfois agressif avec la femelle, tout simplement c'est un réflexe parce que la femelle prédate ses petits. Et ensuite, le mâle va surveiller les œufs et les petits jusqu'à ce que, voilà, donc les œufs se développent en quelques jours, puis sortent les alevins des œufs, mais c'est comme tout à l'heure, ils ne sont pas autonomes tout de suite, il leur faut un petit peu de temps pour finir d'absorber leur sac vitellin, et on peut recommencer à se nourrir des toutes petites choses qui est à proximité du nid de bulles. Et puis finalement, ils arrivent en âge de se débrouiller, merci papa, et ils quittent le nid. Donc on est vraiment sur un poisson qui va très activement défendre ses petits et son nid jusqu'à ce qu'il soit en âge d'être autonome. C'est assez... c'est pas toujours... enfin, c'est plutôt rare pour ce groupe-là. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas le... C'est pas la majorité Non, je me suis trompé. Des anciennement poissons qui font ça. Alors, attendez, je vois pas bien qu'est-ce que... D'accord, tout simplement... On va trouver... Voilà, c'est lui, avec un petit plat d'œufs noirs. Qui vient ici. Ok, ça m'a l'air d'une solidité relative cette histoire, mais let's go. On installe ici. Hop là. Ouais, il y a des... Ok, j'avais des articulations que j'avais mal enclenchées. Ce qui fait qu'on en a perdu notre nage. Ah, on a carrément perdu la... Ok. Ouais. Non, non, c'est bien ça. Hop là. Bon. Ben, j'ai l'impression qu'on est plus proche de la fin que du début. Alors là, il y a des clics partout. C'est assez incroyable sur le schéma. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut que ça fasse clic. Je sais pas s'il faut que ça le fasse dans toutes les langues différentes. Mais manifestement, il faut que ça fasse clic. Alors, où est mon petit truc de 3? Il est là. Ensuite, aïe, j'ai réussi à me pincer. Il faut vraiment être bon, maladroit. Il faut être maladroit. On en met 2 d'affilée. Ensuite, toi. Ensuite, un truc orange. Et puisqu'on fait la SMR, attention, est-ce que ça va faire clic? Ah oui, on est sur le clic de compète. Et ensuite, on fait la queue. Enfin, la nageoire caudale qu'ils ont faite en 2 parties, pourquoi pas.
Bah ça fait clic aussi, hein, pardon. Euh, vais-je trouver ce qui me manque? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on se rapproche très fortement de la fin et manifestement, il va rester énormément de pièces. Donc, je pense que c'est lié au fait que. D'accord, décidément, la nageoire dorsale ne tient pas du tout. Donc, je pense que c'est parce que voilà, le kit est prévu pour faire le tigre. Donc, manifestement, si on ne fait pas le tigre, il nous reste juste énormément de pièces. Ce qui, j'imagine, d'un point de vue pragmatique, se comprend. On ne peut pas utiliser toutes les pièces pour faire trois modèles si différents l'un de l'autre. C'est déjà assez chouette. Le principe, je trouve, des 3 en un. Mais là, quand même, il en reste vraiment beaucoup. Je trouve ça un peu dommage. Pas suffisamment pour pouvoir faire. Alors, j'oublie une petite pièce là. Vous n'êtes pas très attentif, hein, j'oublie une petite pièce. Et c'est pas parce que vous pouvez pas voir le carnet que c'est une raison. C'est vrai que là, il y a toute une couleur qu'on n'a pas du tout utilisée. Et donc, où est-ce que c'est? C'est là. Toi, tu vas là, du coup. Il nous manque 2 pièces. Il manque 2 pièces. Enfin, il nous manque. Je ne trouve pas les 2 pièces qui restent à trouver. Pas tout à fait pareil. Ah. Hop là. Plus qu'une qui est, attention surprise, orange. Orange est petite surtout, et au milieu des autres pièces orange. Il n'a pas l'air d'être passé sur le côté. C'est bien, ça fait un nouvel épisode d'ASMR. Eh ben, pourtant je crois pas avoir fait tomber de pièce. De l'autre côté, j'ai le casque sur les oreilles. Alors est-ce que je l'aurais entendu si elle était tombée? Non, je ne vois rien. A priori, elle est bel et bien sur le plateau. Bon. C'est un petit peu frustrant là, j'ai pas envie. C'est la dernière pièce. Je pense que l'ego ne veut pas que ce live se termine. Et en même temps, c'est un petit peu dommage de terminer sur un meublage idiot le temps de trouver la pièce manquante. Ouais, c'est un peu dommage. Mais j'ai confiance en le pouvoir. Il est là, voilà, le pouvoir de l'amitié et de la résiliation. Qu'on installe, hop là, ici. Et voilà, on a fini. Alors, je vais redresser la caméra. Donc voilà notre modèle final. Voilà, il est plutôt bien. Je trouve plutôt très bien. Ouais, la nageoire est un petit peu simple, mais bon voilà, c'est efficace. Euh, Magnifique, ouais, il est beau. Je suis assez content du résultat final.
Maintenant, voilà, il y a les petits barbillons et tout, il y a du détail, il est articulé, j'aime bien. Maintenant, voilà, peut-être un petit défaut, mais je pense que voilà, c'était un petit peu inévitable. Euh, voilà, il me reste quand même tout ça de pièces inutilisées. Alors, il reste le lotus à faire, donc je le ferai quand même, il n'y a pas de souci. Simplement, le lotus, faut pas déconner, c'est un petit truc comme ça. Euh, donc, ça interroge un petit peu sur la pertinence du prix de la boîte. Voilà, je ne sais pas, c'est la première boîte 3 en 1 où je ne fais pas le principal des éléments. Je ne sais pas si au lieu de ma girafe qu'on voit derrière en arrière-plan, si j'avais fait le lion ou l'antilope, est-ce qu'il serait resté autant d'éléments? Euh, c'est quand même problématique parce que bon, ma girafe elle m'a coûté 60 euros. Là, cette boîte-là, je crois que c'était une quarantaine. Et on a utilisé la moitié des pièces. Euh, c'est dommage. Du coup, on se retrouve avec une boîte 3 en un, mais il y en a quand même un qui vaut plus le coup que les deux autres, quoi. C'est dommage. C'est pas bien grave non plus. On vient de passer un bon moment. J'ai beaucoup parlé de poissons. J'espère que ça va de votre côté toujours. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais aller essayer de soigner ma migraine qui ne passe pas. Euh, alors oui, tu dis peut-être que tu peux faire un autre animal avec le reste. Le problème, c'est qu'en fait, on a utilisé l'essentiel des grosses pièces, les pièces qui vont permettre de faire l'architecture des trucs. Là, on va avoir des pièces plus petites. Donc, oui, c'est durable pour faire d'autres choses, mais bon, on verra. Quel sera le prochain set? C'est une excellente question que je ne te remercie pas de poser. Je ne peux pas y répondre. Enfin, s'il y a aucun souci, je te remercie de la poser, mais je ne peux pas y répondre tout simplement parce que je ne sais pas, il y a pas mal de sets intéressants. Là, il y a des sets d'expédition dans la jungle avec des petites bestioles, donc je pense que ça pourrait être ça. Il y a le même avec de l'exploration marine. Donc peut-être que ce sera quelque chose qui sera moins monospécifique que ce qu'on vient de faire sur les poissons et sur la girafe. Peut-être que ce sera plus sur des écosystèmes particuliers ou sur des expéditions scientifiques. Notamment ceux de la jungle, là il y a plusieurs kits avec des scientifiques et des singes, donc peut-être qu'on pourrait parler de Jane Goodall et de Diane Fossé par exemple. Donc voilà, je peux pas encore vous répondre, ça dépendra de ce qu'il y a dans le magasin, de ce qui m'inspire, de mon compte en banque aussi. Donc voilà. Je vous dirai ça la prochaine fois, ce sera peut-être la surprise. La prochaine fois, je ne sais pas encore quel dimanche ce sera. Ce sera en février, donc ce sera peut-être le dimanche 9 février. Euh, ouais, j'essaye de voir ça, mais on essaye de refaire les sciencements dimanche le 9 février. Sinon, on se retrouve ce soir pour la suite des aventures d'Indiana Jones, en espérant que je puisse le faire, parce que là, je vous avoue que c'est pas gagné. Donc voilà, j'essaie de me reposer, de prendre un ibuprofène et on va voir ça. Donc j'espère à tout à l'heure. Sinon, ce ne sera. Alors mardi, je ne pense pas pouvoir faire le live parce que je vais à une conférence sur l'histoire des migrations humaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se revoit jeudi prochain, en tout cas pour le jeudi du milieu. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de dimanche. J'espère à tout à l'heure. Merci d'avoir été là et puis à très vite. Ciao, ciao!